Bon, bonjour. On continue notre séance 7 avec la 12e et dernière partie. Donc, on était en train de parler du système d'imposition, des recettes publiques. Et je voudrais aborder la 12e partie de cela qui est en fait l'histoire des comparaisons internationales. Okay? Les concepts qu'on utilise pour faire des comparaisons internationales, pourquoi c'est problématique, qu'est-ce que ça mesure, qu'est-ce que ça ne mesure pas. Pour cela, on va parler du concept de pression fiscale. La pression fiscale peut être définie comme la charge, ici, on va parler des charges fiscales, des pressions fiscales ou des taux de prélèvement obligatoires, ok, c'est la même chose. Et c'est une mesure pour faire des comparaisons, elle peut être définie comme la charge de prélèvement obligatoire dans un pays. Combien on paye en prélèvement obligatoire dans chaque pays, ok? Et on va la mesurer comment? C'est les totales des recettes des prélèvements obligatoires, des impôts, des cotisations, des contributions sociales. C'est les totales des prélèvements qu'on paye dans un pays par rapport au PIB de ces pays, par rapport à la taille de son économie. C'est donc les totales des recettes des prélèvements divisé par les PIB. Parce que, c'est évident, il faut prendre en compte la taille du pays, parce que, les totales, même si les États-Unis ont un taux de prélèvement par rapport au PIB plus petit que d'autres pays, comme c'est un énorme pays avec une énorme population, bien sûr que les montants total va être important et c'est pour ça qu'on va les diviser par les PIB pour avoir une meilleure mesure de quel est le poids des recettes des prélèvements par rapport à la taille de l'économie. Okay? C'est intéressant d'observer aussi qu'il y a une idéologie derrière cette expression, dans le sens où lorsqu'on utilise les mots charge, les mots pression, ces mots, ils ont une connotation négative. C'est quelque chose qui est un coût, qui est une charge. Hein, et ça va avoir une influence sur la forme dont on va encadrer les discussions. Ce sont des mots qui reflètent une vision du public comme quelque chose qui va puiser des ressources de la population sans les donner en retour. C'est un coût. Ce qui, en fait, n'est pas vrai. L'argent qu'on donne à l'État retourne à la société. Bien sûr, on peut discuter de la façon dont il revient, mais l'argent revient. Donc, c'est un peu compliqué de parler des pressions, des charges, mais c'est les mots qu'on utilise. Alors, je vais passer cette partie où je parle de l'évolution de la pression fiscale en France et dans l'ensemble des pays de l'OECD au fil du temps. Vous pouvez lire sur cela dans les textes, si vous voulez. Mais en gros, il faut savoir que la charge des prélèvements a augmenté de manière significative jusqu'à les années 90 dans les pays de l'OCDE et aussi en France. Okay? Et on avoue que, bien sûr, c'était une augmentation des fonctions de l'État. Et à partir des années 90, on a discuté de cela. Il y avait des forces contradictoires. Et cet taux va se stabiliser jusqu'à très récemment, jusqu'à la crise des années 2008. La pression fiscale, les taux de prélèvement obligatoire, il va se stabiliser. En France, on observe que les taux, la période, les tendances vont être la même. Ce qui va changer, c'est plus l'intensité. Les taux de prélèvement obligatoire en France a été déjà beaucoup plus élevé que la moyenne, même avant 1965. Okay? Et il y a aussi une augmentation jusqu'à les années 90, et puis ça va se stabiliser. Et ces graphiques, ces données nous montrent alors que c'est incorrect de dire que les taux de prélèvement en France sont en train d'exploser, comme on entend souvent. En fait, si on fait un zoom sur la France dans la période la plus récente, ici, depuis 2007,
on va voir que les taux de prélèvement obligatoire, il a même baissé. OK? Et ça, c'est très important. Ça, c'est en zoom de graphique précédent où on prend que la France à partir de 2007 et on voit une réduction des recettes. Pas seulement un ralentissement, mais une réduction des recettes publiques par rapport au PIB. Aujourd'hui, les montants des recettes par rapport au PIB, il est moins élevé qu'en 2017. Donc, encore à nouveau, cette idée que la France est le pays des impôts et qu'il augmente de façon incontrôlée, ce n'est pas vrai. Cette baisse depuis 2017, donc elle commence avant la pandémie, ok? C'est juste, on peut pas dire que ça a baissé à cause de la pandémie. Il y a eu moins de croissance, il y a eu plus de chômage, mais ça explique la baisse. Mais une chose qui explique aussi la baisse, très importante, c'est qu'on a eu depuis 2017, avec le gouvernement Macron, on a eu des politiques délibérées pour réduire les impôts sur certaines catégories d'entreprises et sur certains ménages, ok? Y compris les ménages les plus aisés, ce qui est une partie très critiquée de cette réforme de la fiscalité. Mais l'espoir de Macron, en fait, était que la baisse des impôts allait entraîner une augmentation des investissements. Les chiffres n'ont pas vraiment confirmé que ça a été le cas, que ça a été efficace pour augmenter les investissements. Mais bon, donc si on regarde ces graphiques, on voit que lorsqu'on parle de l'augmentation du déficit et de la dette de la France, on voit bien qu'on doit parler de la croissance des dépenses, mais aussi de la baisse des recettes. Les deux ont contribué à l'augmentation du déficit, qui est en fait la différence entre des dépenses qui augmentent et des recettes qui diminuent. Okay? Ensuite, ici, c'est en comparaison avec d'autres pays, juste pour montrer que la charge fiscale dans un pays ne varie pas trop entre un an et l'autre et on peut faire une moyenne. Donc ici, c'est une moyenne entre les années 2000 et les années 2023. Comment est-ce qu'on peut comparer, enfin, faire des grands groupes? La France, l'Italie, les pays nordiques, normalement, ils sont parmi les groupes qui ont historiquement les niveaux les plus élevés des prélèvements. On est pour ces pays-là, on est à plus de 40% de PIB. Puis on a les Royaume-Uni, l'Allemagne, qui eux sont historiquement autour des 35%. Et pour finir, on a des pays comme les États-Unis, le Japon, qui normalement ont une charge inférieure à 30% de PIB. Alors regardez cela parce qu'après on va discuter de à quel point on peut vraiment comparer et qu'est-ce qu'on peut vraiment dire par rapport à des pays juste avec faire des comparaisons juste avec cet indicateur. Bon, voilà. Pourquoi est-ce qu'on doit être prudent lorsqu'on fait des comparaisons internationales? Pourquoi c'est un indicateur limité? Il y a plusieurs raisons, principalement deux raisons. La première raison, c'est dû au calcul. Comment est-ce qu'on va calculer cet indicateur? Okay? L'Emmanuel de Huart va expliquer cela en détail. Mais en gros, si on prend la formule de la pression fiscale, donc je vous invite à lire l'Emmanuel si on va trop vite ici. Mais si on prend la formule de la pression fiscale, comment est-ce qu'on va calculer cela? C'est les montants des prélèvements obligatoires, donc pression fiscale. C'est le montant des prélèvements obligatoires, PO, sur les PIB. Okay? La recette, les PO, la recette des prélèvements obligatoires, elle dépend en fait des deux choses. Elle est un produit des deux choses. On a quels sont les facteurs qui peuvent exercer une influence sur la pression fiscale. Bon, les montants des recettes dépendent d'un côté des queues, c'est la base imposable. Okay? La base imposable, c'est la base imposable. C'est sur quoi on peut prélever. C'est les revenus, les salaires, ce qu'on consomme, etc. Donc, si les salaires augmentent, par exemple, on a des prélèvements obligatoires sur les salaires, les montants des recettes des prélèvements vont augmenter. On a des impôts sur la consommation. Si la consommation augmente, les montants prélevés par les impôts vont augmenter.
ok? Donc ça, c'est la base imposable, les revenus, les salaires, la consommation, etc., qui a tendance, si la base imposable augmente, normalement, tous les restes constants, la pression fiscale les montants de revenus va augmenter. Et ensuite, on a T, les taux d'imposition qu'on applique. Donc, si c'est 5%, si c'est 20%, bien évidemment, les montants qu'on est capable de prélever si on a un taux d'imposition de 5%, il est inférieur à ce qu'on va prélever si, sur la même base, on applique un taux de 20%. Okay? Donc, 5% sur les salaires rapporte moins d'argent que 20% sur les salaires. C'est un peu évident. Donc, les gouvernements, ils peuvent contrôler les taux d'imposition. Il va déterminer si on va prélever à 5%, à 15%, à 20% pour chaque impôt. C'est au gouvernement de les dire. Mais les gouvernements ne peuvent pas contrôler directement ni le montant des salaires, ni le montant de la consommation dans une économie. Enfin, ils ne peuvent pas directement contrôler ces bases imposables. Et ils ne peuvent pas aussi directement contrôler les PIB. OK? Bien sûr qu'il peut essayer d'avoir une influence sur le montant des salaires et de la consommation de PIB, mais il ne contrôle pas ça directement. C'est-à-dire que plusieurs facteurs qui vont avoir une influence sur la pression fiscale ne sont pas totalement sous le contrôle du gouvernement. Okay? Ce n'est pas au gouvernement de décider. La deuxième raison pour laquelle c'est difficile de comparer des gouvernements, la santé, des finances publiques, les pays comme ça, c'est parce que ce qui va déterminer les différences entre les pays n'est pas trop les différences entre les montants des biens et des services qui sont mis à disposition de la population. Ça ne va pas dire que dans un pays, c'est mieux de vivre que dans un autre. Okay? Ce qui va déterminer ces différences, c'est plutôt si ces biens et services-là, la santé, l'éducation, le logement, enfin les services publics, c'est qu'on a ici en France comme les services publics, mais ce sont privés ailleurs. Ces biens et services que la population utilise, les infrastructures aussi, ça dépend s'ils vont être financés par les secteurs publics ou par les secteurs privés. Donc la pression fiscale, elle parle plus du fait de cette choix entre financer les choses de manière publique ou privée. Elle parle plus de ça que du fait qu'on a plus ou moins des biens et des services dans un pays. Parce que dans tous les cas, dans tous les pays, dans les pays qui ont un taux d'imposition plus élevé, dans les pays qui ont un taux d'imposition moins élevé, dans tous les pays, les gens tombent malades, dans tous les pays, les gens partent à la retraite, dans tous les pays, on a besoin de biens et services. Okay? La différence, c'est que dans certains pays, il existe des systèmes publics pour couvrir ces besoins. L'administration publique, elle collecte plus d'argent pour les financer. C'est le cas de la France, par exemple. On a un système de santé publique, on a un système de retraite publique. Dans les pays, et donc on a besoin de prélèvements obligatoires pour les financer. Par contre, dans les pays où il n'y a pas un système public, où il n'y a pas de système public pour ces services-là, où c'est un système qui couvre beaucoup moins les besoins de la population, bien sûr que les publics, l'administration publique va avoir besoin de moins d'argent pour les financer parce que la couverture, elle est plus petite. Okay? C'est si simple. Les contribuables aux États-Unis, par exemple, ils vont payer moins de prélèvements pour financer la santé publique. Mais après, ils vont payer plus de leur propre poche pour financer des soins de santé. Et donc, on va dire qu'à la fin, l'un des facteurs les plus importants pour expliquer les différences entre les pays est tout simplement les choix du modèle social qu'il va suivre. C'est si ces pays a choisi de financer certains biens et services de manière collective ou de manière plus individuelle. C'est ça, en fait, une grande différence. Ici, j'ai mis un exemple concret de ce que je voulais dire. La France, comme on a vu, elle est un des pays avec l'un des plus grands taux de prélèvements obligatoires dans le monde. Mais c'est aussi un des pays du monde avec l'une des couvertures des dépenses de santé par les publics les plus élevées.
ok? Ici, par exemple, dans ces graphiques, nous avons les restes à charge des dépenses de santé payées par les ménages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois qu'on a une dépense de santé, on va au médecin ou à un hôpital ou on a besoin d'un médicament, ça va mesurer quelle est la partie qui reste à nous, les individus, de payer de notre poche, après la couverture publique, la couverture obligatoire. La France a l'un des taux les plus faibles des restes à charge. Et les deux pays qui ont un taux plus petit que la France, ce sont en fait des très très petits pays. Donc, parmi les grands pays, les pays avec une grande population, c'est où on trouve les restes à charge les plus faibles. Okay? Parce que les dépenses de santé sont financées par les secteurs publics. Et pour cela, on a besoin de plus de prélèvements. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que ça n'a pas vraiment de sens de comparer juste les taux de prélèvement obligatoires. Pour faire une bonne comparaison, si on veut, il faut mesurer ce qu'il est public, il paye, mais aussi ce qu'il va recevoir. Okay? Et pour finir avec cette partie, on pourrait penser, juste parce que, enfin, vous savez, moi, j'ai fait ma recherche, je me suis spécialisée sur la protection sociale, la santé, donc je pense que c'est important de parler de ça. On pourrait penser, ok, mais et si je voulais payer moins de prélèvements et payer par moi-même ma santé, ma retraite, mon éducation, etc. Bon, euh, bien sûr, chacun a les choix, la liberté de vouloir payer, payer comme elle, comme il veut. Mais ce que les données montrent, et ce que l'histoire des pays montre, c'est que une fois que ces types de services-là que je viens d'évoquer, une fois que ces services sont financés de manière publique par les prélèvements de manière collective et pas à travers des systèmes privés, ils ont tendance à devenir moins chers pour la population que si la population devrait les financer individuellement de leur propre poche. En gros, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, en France, c'est que j'ai payé un prélèvement pour financer la santé publique, par exemple, a tendance à être moins que ce que je payerais de ma propre poche pour financer mes soins de santé aux États-Unis, par exemple. Il y a plusieurs raisons pour expliquer les faits que les systèmes publics d'éducation, de santé, de retraite, ils ont tendance à coûter moins que les systèmes privés. On n'a pas de temps pour parler de ça, mais c'est un fait que les systèmes publics ont tendance à coûter moins et donc ça reste intéressant de les financer de manière collective. Après, on peut discuter, la prochaine, si vous êtes intéressé, pendant les prochaines cours, on pourrait parler de ça. Bon, ici, c'est juste un autre exemple, ok, du taux de pauvreté chez les personnes âgées, pour montrer aussi que les systèmes de protection sociale en France, on paye beaucoup de prélèvements obligatoires, mais ça retourne aussi à la population. Si le taux de pauvreté chez les personnes âgées, par exemple, ça dépend de la retraite, ça dépend des allocations familiales. Et on voit qu'en France, c'est l'un des taux de pauvreté les moins élevés aussi parmi les pays riches. Voilà. Bon. Et voilà, mes amis, pour récapituler, qu'est-ce qu'on a vu dans cette séance, dans la vidéo d'avant et dans cette séance, dans cette vidéo. On a vu qu'est-ce que c'est le plus important pour garder à l'esprit ici. On a vu qu'il existe différents types de prélèvements, les impôts, les cotisations, les contributions sociales, on avoue ils sont la principale source des recettes pour l'administration publique. On avoue que les impôts vont à l'État et aux collectivités. Ça fait la plupart de leurs recettes. Les cotisations et contributions vont à la sécurité sociale. Ça fait aussi la plupart de ces recettes. Okay? On avoue qu'au-delà de rapporter apporter des recettes à l'administration publique, on a comme outil les prélèvements obligatoires. Ils servent
ils servent à financer, à stimuler, essayer de stimuler la croissance, l'emploi et aussi réduire les inégalités. C'est la discussion qu'on va avoir à la prochaine séance. Pour finir, on a parlé des pressions fiscales. C'est l'indicateur de la charge des prélèvements dans chaque pays, que c'est les montants des prélèvements obligatoires sur les PIB. C'est comme ça qu'on va comparer les pays, mais on avoue aussi que ça, c'est une analyse limitée parce que la charge, elle va dire plus sur les choix de financement des services qu'est sur les montants effectifs des services disponibles pour la population. Donc, c'est faux de dire qu'un pays est meilleur qu'un autre simplement parce qu'il a une charge fiscale plus faible. OK? Il faut voir qu'est-ce qu'on paye, mais aussi qu'est-ce qu'on reçoit. Et ça, c'est une analyse très difficile à faire. Donc voilà, et on finit ici et merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur les forums, dans les forums sur Coursus. Et sinon, j'espère vous voir la semaine prochaine. À bientôt.